Il joue à bisou en papa au top. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir, bienvenue tout le monde, ça dit à tout le monde et c'est un plaisir pour moi, c'est la rentrée enfin. Je ne pense pas que je n'ai jamais pensé que j'aurais dit ça dans ma vie un jour, vivement la rentrée, j'attendais ça depuis longtemps. Alors dans ma jeunesse c'était pas du tout ça, ça dit à Jonathan. Bonsoir Olivier, comment vas-tu? Bienvenue dans Papa Pagénité. Ben merci de m'inviter. De retour. De retour après un mois et demi. Tranquille, t'as bien profité? Ah ouais, bien profité, bien mangé, bien sorti, bien amusé, bien dansé. Okay, c'était les vacances. T'es d'attaque pour cette rentrée? Ah oui, on est le 7. Franchement, depuis le mois de septembre, je disais, ça n'a pas qu'à commencer pièce. Ah ouais, j'étais content. Impeccable. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Internet, la France, l'Afrique, le monde. Vous êtes chez nous, vous êtes en Martinique, vous êtes dans Papa Pagénité. Qui dit PPJ dit on grandit. On s'enrichit. Avec Jonathan et Oli. Il fallait finir par une rime. Donc, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans l'émission. Super. Vous savez pas à quel point on a réfléchi en quelques... Non, c'est quand même un mois qu'on réfléchit. On a déjà réfléchi. En fait, est-ce qu'on s'est arrêté de réfléchir pour l'émission? Jamais. Non-stop, hein? Jamais. Toujours des petites idées qui viennent, 1h, 2h du matin, voilà, tac. Chercher des invités, etc. Super. C'est un travail. En tout cas, c'est bien, mon frère. Un plaisir pour moi de reprendre l'émission avec toi. Tu rappelles également au niveau des chaînes? Alors les chaînes. Tout ce qu'il y a, parce qu'il y a maintenant Orange. J'ai appris ça par cœur. Il y a Orange maintenant. Alors Orange, c'est 40... Non, et bien voilà. La colle là tombe en les moins. Donc il y a SFR. 312. Ok. Télé Antilles. TV Caraïbes. 6. Canal Satellite. 29. Voilà. Et Orange. 42. Aïe. J'espère ne pas m'être trompé. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Parentalité, couple, relationnel, échange, discussion, compréhension, incompréhension. On met toutes les cartes sur la table. Nous avons deux merveilleux invités qui ouvrent le bal avec nous. On va commencer par madame, pour ne pas qu'on nous dise qu'on n'est pas galant. Donc, madame Marcos Muriel. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, une habituée de Zouk TV, à part ce qu'on m'a dit. Ouais, un petit peu. Bon, je suis venue quelques fois, donc voilà. Et ça va, tranquille? Oui, ça va. Moins stressé que tout à l'heure? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas. Ça y est, t'es rentré chez nous, là. Ouais, c'est réglé. Non, mais je suis à la maison, là. Ok. Voilà. Tu peux nous donner un petit peu ce que tu représentes, quelle profession? Alors, je suis enseignante. D'accord. Donc voilà, je suis enseignante dans le second degré. Passionnée par l'enseignement, la transmission. Et donc voilà, j'ai toujours voulu rester à l'école. D'accord. Voilà. Ben merci d'avoir répondu présent. Donc avec plaisir. Qui est capable ou même arrêter? Oui, c'est... Comment dire? Je pense que le métier d'enseignant, c'est vraiment une vocation. Même si pour certains, ça peut être aussi un moyen d'être, d'avoir un métier, d'être stable financièrement. Mais je pense que comme c'est un métier qui est en relation avec de l'humain, il vaut mieux que ce soit une passion. Donc toi, c'était une vocation alors? Oui. Vocation, toute petite, je corrigeais les devoirs, je faisais des exercices et maintenant je déteste ça. Donc voilà, c'est ce que je déteste le plus maintenant, corriger. Mais voilà, j'ai toujours su que j'allais rester à l'école et puis surtout, j'aime la littérature, j'aime lire et j'aime transmettre ma passion des textes. Mais tu vas transmettre avec nous ce soir, hein? Avec plaisir. Candidat numéro 2. Invité numéro 2, M. Patrick Burnet. Bonsoir. Ça vous fait? Mon tout douce, c'est où? Je ne vais pas parler créole, mais madame, je ne peux pas parler créole puis aussi. Oui, pas de problème. Pas de problème. Tout le monde a l'équilibre là, ici. Pas de problème. Sans problème. Alors, M. Patrick Burnet, comment vas-tu? Ben, moi, je me porte bien, content de te retrouver, de vous retrouver. Merci. Papa Pagénité, radio, télé, félicitations. Merci beaucoup. Et voici une émission qui mérite d'être, car parler de parentalité, parler de couple, d'hommes, de femmes, d'enfants, et même de nouveau-nés, c'est essentiel pour notre communauté.
Nous là pour un lien nage. Exactement. Voilà. Mais aussi, quelle est un peu ta profession, s'il te plaît? Ben moi, je suis toujours coach professionnel, Ok. passionné par l'humain, passionné par le fait que je sais que l'humain a le potentiel de pouvoir pleinement réussir et je passe encore beaucoup de temps à apprendre et à retransmettre tout ce que je sais et ce que moi-même j'ai pu développer en matière d'outils, d'analyse, de réflexion. Donc, De toute façon, on va développer tout ça. voilà, toujours plaisir d'être là avec vous les gars. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est On un rappelle plaisir. la thématique parce qu'effectivement, on n'a pas rappelé la thématique. La donc c'est valorisation. Exactement. Alors, on nous a posé une question tout à l'heure. Hein, est-ce que c'est la valorisation des jeunes, des adultes, etc. Très bonne question. Bienvenue. Voilà. Tu n'as toujours pas répondu. Non, je n'ai toujours pas répondu. C'est moi qui pose les questions. Alors, pour vous, on va commencer l'émission tout simplement. Pour vous, quelle est votre définition de se valoriser? On commence par madame ou par monsieur? Pas boum, mais pas boum. Pas grave, vous n'êtes pas obligé de fâcher. Mais je dis, en tout cas, sans vouloir couper la parole à ma confrère, la définition de la valorisation, je dirais que si on parle de valorisation, c'est le regard qu'on pourrait porter sur quelqu'un. Et si on parle de valorisation vis-à-vis de soi, c'est l'estime qu'on porte sur soi. Donc, on voit bien que si c'est moi qui me valorise, c'est un travail de mon estime. Si c'est l'autre qui me valorise, il vient nourrir cette estime que j'ai. Voilà. Ok. Madame Marcos, Muriel. Ben, pour moi, je rejoins ce qu'a dit Monsieur Burnet et Patrick. C'est ça, Patrick. Et en fait, la valorisation, c'est l'estime de soi, c'est aussi une expression que tu utilises souvent, c'est s'honorer. Yeah. Donc voilà, ça, je valide l'expression. Et puis, la valorisation passe aussi par la bienveillance. Voilà, c'est un terme qu'on utilise souvent, peut-être pour certains à tort et à travers, mais je crois en la bienveillance. Et voilà, je pense que c'est important pour nous-mêmes et notre jeunesse, parce que nous sommes aussi des modèles. Si nous nous valorisons, si nous nous honorons, on les honore aussi et on les valorise en même temps. C'est un réflexe? Pour moi, oui, c'est un réflexe. Ouais, pour moi, c'est un réflexe. Ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Pour moi, c'est quelque chose qui est inné. Après, ça se met en place par des actions, ça c'est clair. Mais voilà, pour moi, c'est inné. Parce que bon, c'est lié aussi à l'amour de mon pays Martinique et puis de ma jeunesse martiniquaise. Voilà. Ok. Ça commence bien. Très très bien. C'est clair, net, précis. Ça attaque fort. Tout à fait. Se valoriser, tu nous donnes ta définition? Pour moi, se valoriser, c'est que du positif. Que de la positivité, à savoir, c'est s'auto-congratuler, c'est l'estime de soi, comme tu disais également. Et par rapport à ta définition, parce que j'ai regardé la pyramide de Maslow et je me posais la question où on situait la valorisation. Et à travers ta réponse, attention au micro, j'ai pu constater que ça rentrait davantage sur l'estime de soi. Tu vois, à travers se valoriser, s'aimer, voilà, avoir l'estime de soi, et puis c'est que de la positivité pour soi-même. Complètement. Quand la notion de valorisation peut se situer, si on garde l'idée de la pyramide de Maslow, peut se positionner sur l'ensemble des niveaux de la pyramide. Que ce soit sur la base, même si la base de la pyramide de Maslow, c'est se nourrir, boire, se loger, que ce soit sur le milieu où on est déjà dans une forme d'accomplissement, ou à son sommet où on est dans cette phase de transmission. Ça veut dire que finalement, que nous pouvons, celui qui est à la base, peut être valorisé par ses parents, si on parle de l'enfant, ou même de tout ce qui est vivant. Et quand on se retrouve au milieu, eh ben, si je viens te valoriser, si je viens valoriser papa géniteur, vous avez commencé, on vous a valorisé au début, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, on continue à vous valoriser, et quand vous allez atteindre le sommet, on va bien sûr vous valoriser, mais vous serez en capacité de porter un regard bénéfique sur vous-même et ne pas attendre que les autres vous congratulent pour dire « Ah ouais, bon, nous faisons un bel petit chemin, franchement, frère, on nous checker, nous faut. » C'est de la valorisation.
Je nous reconnais dans ce discours. Voilà. Je rappelle également la pyramide de Maslow, les éléments. Donc il y a le besoin physiologique, besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime en soi, et pour terminer, le besoin d'accomplissement. C'est ça. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Et selon vous, j'ai perdu mon stylo, c'est pas grave. Selon vous, y a-t-il un processus? Est-ce qu'il y a un cheminement pour se valoriser? Est-ce qu'on doit commencer par les adultes ou les enfants? Est-ce que se valoriser, c'est différent pour un adulte et à contrario à un enfant, en fait? Est-ce que c'est vraiment différent ou ce sont toujours les mêmes clés, les mêmes astuces, selon vous? Comment on devrait percevoir ça? Moi, je pense que la valorisation commence dès le plus jeune âge. Parce que j'en parlais justement récemment. Et c'est difficile en tant qu'adulte, je trouve, de se valoriser si on n'a pas fait le travail en amont. Alors après, c'est toujours possible. Hein, c'est pour ça qu'il y a des aidants. Des coachs, des psychologues, donc voilà, exactement. Après, des profs aussi, hein? Des profs, mais c'est parce que ça fait partie aussi de notre métier, hein, les compétences psychosociales, tout ce qui concerne l'estime de soi, la valorisation, la bienveillance, la connaissance, ça fait partie aussi de nos domaines de compétences. Mais je pense que dès le plus jeune âge, la valorisation doit se mettre en place. Après, pour moi, il n'y a pas de règle, en fait. Ça dépend, c'est individuel, ça dépend de chaque famille, de chaque parent, de chaque enfant. Mais je vais prendre un exemple que je connais bien, celui des cheveux. Voilà, parce que je suis fan des cheveux. Et voilà, j'aime les cheveux naturels, les cheveux crépus. Et on connaît notre histoire, hein. On sait le problème qu'il y a eu et qu'il y a toujours par rapport aux cheveux crépus, où on a tendance à penser que plus les cheveux sont crépus, moins ils sont beaux. Bon, ça c'est lié à la colonisation, à l'esclavage. Si dès le plus jeune âge, on valorise les chevelures de nos petites filles, on leur dit que voilà, qu'elles ont Ou c'est vrai que je dis oui, et garçons. Non mais les garçons c'est pas la même chose. On coupe les cheveux. Bon, mais tu as raison. Oui, c'est vrai. Bon, on va dire non mais les garçons ont moins ce problème. Mais si on les valorise en ce sens, voilà. Après, pour moi, c'est acquis. C'est acquis, que ce soit au niveau des cheveux, de l'estime de soi, mais même au niveau des aptitudes. Si dès petit, tu vas dire un enfant qu'il est intelligent, qu'il peut réussir, qu'il a des aptitudes, ben voilà, il aura confiance en lui et puis ce sera acquis, même si à l'adolescence il y a quelques petites failles. Donc voilà, c'est un travail aussi d'accompagnement, de répétition, de démonstration, enfin, voilà, je n'ai pas de règles, mais en tout cas, voilà, je pense que ça doit commencer tôt. Excuse-moi Muriel, il y a 2 jours, on était dans un petit débat quand on réfléchissait sur la thématique et on parlait des enseignants. Selon toi, est-ce que les enseignants doivent motiver, doivent valoriser leurs élèves? Mais bien sûr. Est-ce que ça fait partie de leur... Est-ce que ça fait partie de leur métier? Parce que est-ce qu'un enseignant n'est pas juste là pour enseigner, c'est-à-dire apprendre des devoirs? Mais tu connais déjà la réponse, non? Non, parce que sur ça seulement, on est rentré dans des interrogations, donc, voilà, tout ça. Moi, je suis la team prof. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un qui pensait que oui et l'autre non. Il y avait plusieurs personnes qui pensaient oui et d'autres non. Donc voilà, il y avait des interrogations par rapport à ça. Mais je reviens à ce que je disais au début, hein. Enseigner, ce n'est pas dispenser des savoirs, hein, ou des savoir-faire ou transmettre des compétences. C'est de l'humain. Donc, si tu ne motives pas ton élève, si tu ne lui montres pas que tu l'accompagnes, et puis on sait ce que c'est, les élèves, en plus, bon, moi j'ai des adolescents comme élèves, donc, mais même dès l'école élémentaire, ils marchent aussi à l'affectif, hein, on ne va pas se mentir. Et même si on dit que ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est un métier qui demande, oui, de la bienveillance et de l'amour. Si on n'aime pas son métier, ce métier-là, en tout cas, on ne le fait pas. Et je pense, oui, que c'est indispensable qu'un enseignant puisse motiver ses élèves. Non, pour moi, la question ne se pose même pas. Parce que sans rentrer dans... Bon, on ne va parler bien sûr de la valorisation, sans
je dirais, tirer sur les professeurs. On a tous c'est ce que tu vas commencer à faire. On a tous connu des élèves que le professeur disait moi je m'occupe pas de toi, laisse-moi tranquille, et puis voilà, on a tous connu ça. Oui, mais je veux dire, dans chaque métier, il y a des... Comment on arrive comme ça à motiver les enfants? Ben, oui, mais si tu parles de ce cas extrême-là, je ne vois pas comment motiver un enfant si tu lui dis bon ben je te laisse de côté. Si je peux me permettre, quand et ça va venir compléter aussi ce que tu dis, quand on dit à quel moment la valorisation arrive, je dirais que nous qui sommes des individus où tout ce qui est vivant a besoin d'oxygène pour vivre. Je pense que la valorisation est comme de l'oxygène. Ça veut dire de la dimension prénatale de l'enfant. Le parent qui fonctionne avec de la valorisation, que ce soit d'elle-même, que ce soit dans son couple, l'enfant peut en bénéficier. Donc l'enfant peut naître avec un terrain propice à une bonne estime de soi. Maintenant, si je fais un saut et rapidement on tombe dans la partie éducation nationale, bien sûr qu'il y a des professeurs, comme la confrère, qui en conscience va valoriser. Et puis il y a des professeurs qui vont valoriser en inconscience. Mais malheureusement, celui qui fonctionne en inconscience peut aussi bien faire du tort que faire du bien, sans jamais savoir finalement s'il a fait du tort ou s'il a fait du bien. Parce que ce que je veux dire aussi par là, c'est que il y a tous les acteurs. Il y a les professeurs, mais il y a aussi les parents. Bien sûr. C'est pourquoi il y a aussi un travail de transmission par rapport aussi à cette valorisation-là aussi. Mais ça, on va en parler aussi pendant l'émission. Oui, quand un professeur qui a du mal à valoriser est un enfant qui n'a pas été valorisé peut-être. Mais il y a aussi l'enfant en question qui n'est pas forcément valorisé par ses parents. Et ensuite, cet enfant-là, il arrive à l'école. Et s'il n'a pas cet amour-là aussi chez soi, c'est difficile également au professeur, à l'enseignant, pour pouvoir donner cet amour-là à cet enfant-là aussi. Parce que cet enfant-là peut arriver énervé, il n'a pas forcément... Ses parents ne lui transmettent pas de l'amour. Donc c'est difficile également pour cet enfant-là. Oui, mais attention, on ne remplace pas l'amour des parents. On n'est pas là pour ça. Mais si un enfant... il y a les enseignants et puis il y a aussi les aidants, il y a l'infirmière, il y a la psychologue, il y a une équipe pédagogique, c'est-à-dire que si dès le début d'année on perçoit qu'il y a des enfants particuliers avec des situations familiales particulières, spécifiques, on va en discuter et puis essayer de l'aider au mieux. On ne peut pas remplacer les parents. Donc, il y a déjà le côté, savoir-faire, compétences. Mais, on ne peut pas nier qu'il y a cette partie aussi, ça fait partie, qui est primordiale, je dirais, qui est vraiment primordiale par rapport à notre enseignement. Parce que si un enfant n'est pas bien dans sa tête, comment il peut apprendre. Donc oui, et la valorisation, c'est aussi c'est le terreau de l'estime de soi. Vous voyez, ça veut dire que aujourd'hui, l'adulte qui va s'énerver rapidement, l'adulte dans le corps enseignant ou corps professionnel qui aura du mal à se contenir, est un adulte qui a des blessures. Et ce sont ces blessures-là, manque d'estime, manque de valorisation, qui fait que l'adulte peut péter un câble, péter un plomb. Maintenant, l'enfant en lui-même, l'enfant va grandir, bien sûr, la valorisation qui contribue à l'estime de soi, la valorisation est quelque chose de transmissible. L'estime de soi est transmissible. Le parent qui n'a pas reçu ou qui ne s'est pas rendu compte que lui-même doit travailler son estime, forcément va transmettre une basse estime à son enfant, et l'enfant va grandir dans cette éducation de basse estime. Et cet enfant va arriver en milieu scolaire, on va le regarder, puis on va regarder mon conseil, ça quand même il est très vite sur la défensive. Tout à fait. Cet enfant peut se retrouver face à un professeur qui, lui, se croit en pleine possession de ses compétences, et parce que l'enfant l'a mal regardé, mal répondu, le professeur réagit mal. Là aussi, peut-être que l'adulte qui est le professeur doit travailler certains aspects de son estime ou de sa confiance. Effectivement, c'est comme on aime souvent dire dans les émissions, c'est l'enfant qui forme l'adulte. Donc en fait, la valorisation peut provenir de l'enfant envers l'adulte. Bien sûr. On a tendance à croire que la transmission, ça ne va que dans un sens. En fait, elle concerne les deux. En fait, un enfant qui comprend un message le retransmet, je vais dire quasiment systématiquement, je pense. Une fois qu'il l'a compris, une fois qu'il l'a intégré, il renvoie ce message. Et l'adulte qui va
expliquer quelque chose, qui va voir que l'enfant est réceptif et renvoie cette énergie, va forcément se sentir valorisé. En fait. Bien sûr. Car son travail a payé, finalement, son travail a payé. Donc, il est vrai que, comme tu disais au début, comme vous parliez de pyramide, en fait, la valorisation se situe partout, en fait, Oui. à tous les étages. Oui. Et elle commence dans le foyer. Parce que tu parlais de prénatal, effectivement, ça commence par l'enfant, enfin les deux, oui, le foyer, en fait, tout simplement. Oui. Oui, elle parlait de bienveillance également. Ça a son poids aussi dans la valorisation. Mais comme tu disais, c'est que du positif. Que du positif. Ça découle d'intentions positives. Voilà. Ça peut pas. Est-ce que selon vous, ça peut justement être issu de repères négatifs? Est-ce que c'est peut-être le fait de voir des choses trop négatives qui peuvent motiver? La valorisation? Oui, qui peuvent motiver les gens à voir autrement. Quand il y a des changements. C'est-à-dire, je sais pas compris. Mais en fait, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est très militant, par exemple. C'est ce qui me dérange que je ne vais pas dire que j'attaque. Mais bon, c'est un peu ça. Tu transformes le négatif en positif. Ouais, c'est-à-dire que j'essaie de tirer des leçons de ce que j'aime pas pour justement trouver des clés pour transformer l'énergie, en fait. Pour moi, Oui, parce que tu travailles. Parce que finalement, celui qui arrive à faire ça, c'est quelqu'un qui fonctionne en pleine conscience. Ça veut dire que si tu es en pleine conscience, tu arrives dans tout ce qu'il y a de négatif à extraire la ressource qui va te servir dans ton positif. Ah, d'accord, ok. Oui. Ok. C'est ça qui se joue là, finalement. T'as beau être militant, ah ouais, moi pas aimé ça. Et toi, de tout ce que tu n'aimes pas, ok, on va mettre à côté, j'extrais ce qui peut me servir. Eh ben, ça va une mission papa géniteur. Peut-être la motivation, ouais, effectivement. Peut-être la détermination dans l'acte, dans la négation. On peut prendre la détermination. Donc ça seulement, ça change déjà. Oui. On va prendre ce qui nous intéresse. Si les militants, ou vous êtes des militants, ça veut dire que vous portez des valeurs qui sont là pour bousculer les choses. Dans ces valeurs qui vous servent à bousculer les choses, vous faites du bien autour de vous. Comme vous faites du bien autour de vous, ben finalement, on vous le renvoie, ça vous valorise. Comme ça vous valorise, vous êtes motivé. Comme vous êtes motivé, vous surmontez les obstacles. Comme vous surmontez les obstacles, vous entrez dans votre réussite, vous êtes content, vous êtes épanoui, vous êtes valorisé. Donc finalement, il n'y a rien de complexe en soi. Bienveillance, oui, en conscience. Tout le monde dit être bienveillant. Mais tout le monde n'est pas bienveillant en vrai. Matché. Parce que en conscience, Bienveillant. Je sais ce que je fais quand je fais, je sais ce que je dis quand je le dis, et je sais ce que ça va faire à l'enfant quand je le dis à l'enfant, je sais ce que ça va faire à l'adulte quand je le dis à l'adulte. C'est fini l'époque où, et puis grand-maman nous, grand-papa nous, au coup, c'est pas comme ça maman pour nous couper zeb, mais imbécile que vous y commencez. C'était une forme de valorisation, c'était pour nous motiver, mais par la négation. C'était maladroit. Donc beaucoup d'entre nous n'ont pas su passer cette étape et sont devenus des adultes avec une basse estime d'eux-mêmes. Mais il n'y avait pas non plus tous les outils comme il y a là maintenant aussi, à notre époque. Mais c'est vrai que le côté, comme tu disais, où c'est couillon, c'est bois-bois, etc., il y avait des mots qui blessaient à cette époque-là et qu'en étant adulte, il y en a ceux qui ont pris ces mots-là, qui l'ont gardé pour eux, et puis ça a fait du mal. Mais est-ce qu'en Martinique, il n'y a pas un problème de valorisation par rapport à chez nous? Pourquoi chez nous, pourquoi en Martinique? Parce qu'on est en Ivy. Parce qu'on est déjà en Martinique. C'est ce que vous constatez. C'est ce que vous constatez. Ouais. Pourquoi plus en Martinique qu'ailleurs? Je ne veux pas parler d'ailleurs. Bon, quand je parle dans le bassin caribéen, je parle de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Moi, c'est là que je vis. Donc voilà, mais quand je parle de valorisation de chez nous, c'est à travers notre entourage, notre environnement. Quand on regarde les informations, ce que vous voyez qu'il y a un manque de valorisation, ou bien... Là, je ne vais pas parler. Moi, j'ai envie de répondre. J'ai pas. Ok, répondre. Non, mais dis-moi, les autres chacun dans l'ordre. Les invités à moi. Là, je ne vais pas parler au niveau de la France mondialement. Là, je parle pour l'instant, je regarde spécifiquement à chez nous. À ce moment-là, si on regarde spécifiquement chez nous, je vais rejoindre ce qu'a pu dire Muriel à un moment donné. Il ne faut pas oublier que nous qui sommes là, nous sommes descendants d'un peuple qui a été mis en esclavage et nous portons en nous les stigmates. Tous les stigmates, toutes les transmissions possibles et inimaginables. Ton militantisme est peut-être issu d'un génome d'un de tes ancêtres qui a refusé de se décliner et qui a été pendu ou brûlé vif ou qui a été jeté dans un bac de sucre chaud. Tu vois? Le fait que nous soyons là et que nous disions « Ok, on a vécu ça, on n'oublie pas ce qu'on a vécu ».
mais comment on peut accompagner notre peuple à en guérir. Parce que le peuple, notre peuple, a besoin de nous. Et nous avons besoin de notre peuple. Peuple a besoin de peuple. Et bien sûr. Voilà. Et bien Césaire disait bien que les affaires des Martiniquais doivent être réglées par des Martiniquais. Après, c'est savoir jusqu'où on se dit Martiniquais. Néanmoins, la valorisation aujourd'hui, nous la portons en héritage pour certains d'entre nous. D'autres ne la portent pas en héritage, mais nous avons tous la possibilité de l'acquérir. Voilà, par une prise de conscience et de pouvoir se séparer de certains cadeaux ou certains sacs que nous avons reçus de nos ancêtres en héritage, critiquer l'autre à tout va, dire du mal à l'autre à tout va, parce que finalement, si tu passes ton temps à dire du mal à l'autre, ou qu'à finir par venir aigri, un monde qui est aigri, si on regarde où aigri, c'est que ça se voit. Eh bien, si ça se voit, c'est que tu portes en toi les stigmates d'une dévalorisation que tu as peut-être vécue et que tu n'as pas su surmonter. Oui. Donc, une fois de plus, la dimension est très fine. Et c'est pour cela que je me donne, je dirais, cerveau et corps à mener des recherches parce que nous sommes encore dans une phase de réparation et grâce à une émission comme Papa Bagénité qui s'adresse à tout le monde, à toute la Martinique et au-delà. Elle est très fine, mais très large quand même aussi. Oui. Et je pense que voilà, ça va porter ses fruits. Moi, ta question est large, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là. Non, mais tu as voulu quand même l'élargir en parlant de... Est-ce qu'on s'arrêtait juste à la Martinique? Non, parce que parler spécifiquement de la Martinique, c'est déjà un gros travail, parce que si on commence à parler d'ailleurs, on ne va pas finir. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que je rejoins Patrick en disant que nous sommes un peuple jeune et nous ne pouvons pas être indemnes de notre histoire. Contrairement à ce que les gens pensent quand les gens disent oui, mais bon, c'est fini, c'est du passé. Je trouve que c'est aberrant de dire ça parce que notre société a des traumas inconscients et conscients même dans notre langage. Et je ne sais pas si dans la dévalorisation, tu parlais du fameux nègre contre nègre dont tout le monde parle. Bon, ça en fait partie. Hein. À chaque fois, on dit oui, on n'est jamais prophète. On son pays. Chez soi, tout à fait. Chez soi. À chaque fois, quand un artiste, un réalisateur fait quelque chose, a des prix à l'international, en Martinique, bon, il a du mal à vendre ses films. Je prends l'exemple du cinéma martiniquais. Donc, oui, il y a un problème de valorisation, mais en même temps, c'est vrai que j'essaie toujours de voir le positif. Je vois tellement de belles actions dynamiques de la jeunesse martiniquaise et que moi-même, je valorise ne serait-ce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux en partageant, en partageant ces actions, en écrivant dessus, puisque je rédige aussi des articles. Donc voilà, sur les Martiniquais qui ont envie de faire avancer le pays. Et il y en a tellement. Est-ce que ça s'est relayé selon toi? Est-ce que ce genre d'information-là, tu parlais des jeunes qui font des choses, mais ça se relaie. Ça se relaie. Mais ça se relaie bien. Regarde le jeune pâtissier qui a créé sa pâtisserie, mon Dieu, j'ai oublié le nom, au centre-ville et qui revisite les pâtisseries d'antan. La jeune Elena de Confetti Box qui a 14 ans, qui a créé, je suis vraiment fan de cette gamine qui, avec l'aide de sa maman, elle a créé son entreprise et elle fait des ventes privées, elle a son Instagram. C'est elle qui fait les commandes. Enfin, il y a plein de jeunes qui ont des projets et mais on en parle. Alors, est-ce que les gens partagent assez? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je le vois. En tout cas, je pense que les choses ont progressé. Voilà, aujourd'hui, il y a une jeunesse, justement, qui fonctionne en conscience. Il y a une jeunesse qui a compris que il faut se donner la main mutuellement pour pouvoir avancer. Peut-être que je fais partie de cette génération où nous avons commencé à ressentir ça, mais la jeunesse actuelle l'a encore accéléré. Est-ce que selon toi, on a transmis
ces valeurs-là, cette jeunesse-là. Pour que cette jeunesse-là, parce que quand je regarde un peu les chiffres, quand je regarde un petit peu les jeunes étudiants, tout ça, à 60... Bon, comme je te disais, ce sont souvent des chiffres qui sortent de Moi, j'aime métropole. pas les chiffres. C'est souvent des chiffres qui sortent de métropole. Mais à 77% des gens, des jeunes, ils sont soit stressés, soit ils sont défaitistes pour le futur. Donc certes, il y a des jeunes qui font, mais il y en a d'autres aussi qui sont Perdus. Qui sont perdus. Enfin, qui ne se retrouvent pas dans... Oui, mais là aussi, c'est Ils n'arrivent normal. pas à se projeter. Là Dans le manque aussi, de projection, tout à fait. De mon point de vue, et ça c'est un point de vue purement personnel, c'est normal. Si on regarde la France, ok, la nation française. La nation française est un peuple qui a une mauvaise estime d'elle-même et un manque de confiance. Ça c'est le gros du gros. Maintenant, dans ce gros du gros, tu as, et si on prend la règle de 3, même si tu n'aimes pas les chiffres, on prend la règle de 3. Ah, mais je déteste. Il y a 30% de ces jeunes, non, c'est tes chiffres, il y a 70, donc il reste 30%. 30% de ces jeunes qui font des choses. Mais maintenant, c'est bien l'effet papillon, c'est petit à petit. Un peu comme la métaphore du colibri. Voilà, c'est goutte par goutte. Mais je trouve qu'au niveau de notre peuple, Martinique, ça avance. Peut-être que ça n'avance pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, mais ça avance. Par contre, là où ces jeunes se disent que ils n'ont pas confiance en demain, qui sont un peu stressés, Défaitistes. ou défaitistes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore assez nombreux à pouvoir créer les champs du possible pour eux. Je pense aussi qu'il y a autre chose aussi. Est-ce que c'est pas dans nos attitudes? Il y a nos attitudes, mais je pense aussi si un jeune regarde les informations, il est vite désespéré par rapport à la vie. La plupart du temps, les premières ce sera quoi? On va parler de la guerre. Pendant 2 ans, il y a eu le chômage, la baisse du chômage, les politiciens, les escroqueries. Donc, s'il se met à regarder juste les informations, parce que tout à l'heure, là, on parlait de ce que le professeur va dégager par rapport aux enfants. Ou vice-versa. Donc, si la société elle-même va envoyer des échos négatifs, des signaux négatifs, les jeunes vont vite ressentir également ce côté néfaste aussi. Moi, je me permets. Par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est super intéressant. Comme à chaque fois. Oui, bien sûr. Comme à chaque fois, quand même. Je sais que j'invite. Moi, j'estime qu'on ne se valorise pas assez. Alors oui, effectivement, on progresse. Moi, j'estime qu'on progresse. D'ailleurs, on a sauté une question. La question est arrivée, est-ce qu'on régresse ou on régresse ou on progresse en 2022? Moi, j'estime qu'on progresse parce que ça se sent, ça se voit. Oui. Vous parlez de ça tous les deux. Oui. Vous sentez qu'il y a des jeunes un peu plus conscients. Donc déjà, ce que je comprends là aujourd'hui, c'est que la base de tout, c'est être conscient. Si j'ai bien compris. On parlait de minorité, des 30%. Effectivement, ces 30% sont très importants. Moi, j'aime bien dire peu, c'est pas rien, c'est même beaucoup. Parce qu'en fait, si on regarde un peu l'évolution du monde, ça n'a jamais été la majorité qui a bougé. C'est ça. Ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été la minorité. Et c'est un peu comme nous, allez, histoire de jeter quelques ça valoriser. On a commencé à 2 et on a lutté. Aujourd'hui, on a quand même arrivé là par des énergies transmises déjà entre nous deux. Parce qu'on s'est compris, on a cherché à se comprendre, on a avancé, on a eu des invités, on a écouté, on a échangé. Et aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est sur Zouk TV quand même. Donc tout ça, c'est vraiment un travail minutieux. C'est pas à pas, comme vous dites. Mais j'estime quand même qu'on devrait avoir des réflexes qu'on n'a toujours pas, malheureusement. Je prends l'exemple de l'école, tu me connais déjà. Hein? Voilà, alors je vais l'attaquer sur l'école, ça va être chaud. Mais j'attaque pas les écoles. C'est juste que j'estime qu'on devrait avoir des réflexes au niveau de nos attitudes. Moi, je me rappelle de ce que je me rappelle. Alors, vous me direz, ça a changé, hein, vous qui fréquentez des établissements scolaires. Je me rappelle pas d'une école où j'arrive avec mon sac et il y a un message positif dès l'entrée. Ça a changé. Voilà, c'est bon. Allez, j'ai gagné. Donc voilà. Non, ça a changé. Non, justement, ça a changé. À l'école au François, l'école Emmanuel Bruno, parce que voilà, je suis franciscain, voilà. Ouais, bon, on avait besoin de le savoir, en fait. Non, mais je le dis, haut et fort, je suis franciscain. Le nouveau maire, c'est ça? Le futur. François. À l'école Emmanuel Bruno, ils ont fait des fresques avec tous les artistes locaux. Yuzi Kenanga, Jocelyne Béouard, tout ça, avec également
des messages positifs. Donc ils ont créé une dynamique en fait. Je ne sais pas dans toutes les écoles, mais pour le François, j'ai vu qu'ils font le nécessaire. Hein. Oui, et pour poursuivre, par exemple, dans mon établissement, sur les marches, il y a des phrases positives, pardon. Sur les marches, en fait, sur les... tu sais, il y a une partie des marches où à un moment, en fait, tu peux mettre des inscriptions. Oui, crois en toi, ou tu peux y arriver, enfin, voilà, des choses comme ça. Et il y a certaines journées où... on leur a remis des phrases bienveillantes, positives à l'approche des examens. Donc en fait, le problème c'est que on en parlait une fois, les gens pensent que l'école n'a pas changé parce qu'ils ne savent pas. On n'est plus sur le terrain. Parce que voilà, ils ne sont plus sur le terrain. Sauf que en se renseignant, je prends l'exemple des parents lors de l'émission, c'était sur... je parlais de l'intervention des parents à l'école aussi, parce que les parents ont un rôle à jouer. Leur investissement. Exactement, leur investissement. Et si les parents, justement, voyaient tout ce qui était mis en place pour les enfants, et j'ai pas dit que, des fois, il y a un manque de budget aussi au niveau des chefs d'établissement. Parce que des fois, il y a des chefs d'établissement qui souhaitent faire des choses, mais ils n'ont pas forcément, par exemple, refaire la peinture, refaire des fresques. Ouais, ça, oui. Pas ça. Parce que des fois, j'ai déjà entendu des enseignants qui sont en manque de moyens. Je ne sais pas où sont les moyens, comment ils font. Là, je ne vais pas refaire la pyramide, je ne vais pas refaire l'organigramme par rapport au ministère de l'Éducation, etc., et recteur. Mais souvent, des fois, ils disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Moi, j'adhère pas, même si c'est une réalité. J'y adhère pas. Pour motiver quelqu'un, tu prends une feuille, tu écris une phrase. Non, mais Jean-Olivier, il en faut peu. J'y pensais justement récemment à mettre dans certaines salles des affiches positives, bienveillantes. Donc, il faut avoir de la bonne volonté. C'est des idées, un petit peu de créativité, de la motivation, et puis... Je prends l'exemple de la pyramide de Maslow. Imaginez tout simplement notre environnement, parce que c'est basé sur notre environnement. Il suffit de voir une résidence. Tu commences par chez toi, après tu as tes voisins. On habite dans des résidences où il y a des grands murs ou qui ont différents noms, mais il n'y a jamais... Enfin, non, je ne dis pas il n'y a jamais. Il y a rarement une phrase positive qui part de chez toi jusqu'à l'établissement scolaire, par exemple. Les gens vont me dire, ouais, mais on ne va pas mettre des phrases partout. Moi, je dis, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si mon enfant, tous les matins passe et voit le visage de Patrick en train de sourire, ça va lui donner, ça va lui transmettre une énergie. Quand tu passes de l'autre côté, tu arrives près de la mairie, il y a un message qui te dit... Ça rappelle une action, ça. Richesse PIA, c'est nous-mêmes. Ça rappelle une action, ça. Oui, par exemple, exactement, tu sais déjà. La forêt négative. Il y a des réflexes, des attitudes très simples qui peuvent vraiment enrichir tout l'environnement de l'enfant ou des adultes. Tout simplement. Mais moi je trouve on va souvent chercher la responsabilité de l'autre. On va vraiment chercher ceux qui ont des postes clés, on va leur dire, ça veut gérer ça. Et c'est ça, moi je pense que voici le premier frein. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que la base, c'est eux. Oui, il faut commencer. Ce sont les actions que nous commençons à notre niveau. Et là-dessus, je te rejoins, même si je comprends la notion des finances. C'est toujours la même chose. Ça veut dire, à partir du moment où on fait quelque chose, quelle est l'intention réelle? Est-ce qu'on veut simplement boucher un trou et dire, voilà, nous sommes une école bienveillante, on fait des fresques, on met des mots partout? Les gamins fonctionnent, nos jeunes, je dirais, fonctionnent avec une dimension intuitive tellement développée que, ok, t'as mis ça là, mais en vrai, c'est juste histoire de dire que tu fais quelque chose. Tandis que, comme le dit Muriel, s'il y a un réel accompagnement, si on donne du sens, parce que tout est une histoire de sens, hein, si on donne du sens à ce que nous faisons, la jeunesse va suivre. Maintenant, si tu dis, ouais, ben, mon maître, c'est bien les millions là, ouais, tu vois, pourquoi tu dis pas, regarde, c'est marqué, tu es né pour réussir. Et puis, quand je dis ça, moi-même, je ne suis même pas convaincu, ça ne passera pas. Par contre, oui, au niveau des établissements, j'ai eu le bonheur de rencontrer des chefs d'établissement, des professeurs, des surveillants, qui eux-mêmes ont réellement compris l'importance
je dirais globalement, du développement personnel, puisque l'estime de soi, la bienveillance, tout ça, ça rentre dans du développement personnel, mais la pratique du développement personnel au niveau de leurs enfants. Parce que finalement, on a de plus en plus de professeurs qui sont aussi conscients et conscientes de leur rôle finalement. C'est plus qu'à l'époque de nos parents où l'instituteur arrivait, t'apprenait, ça qui apprend à apprendre, ça qui pas apprendre, ni con, ni bon non, enfin bref. Le métier est fait. Voilà. Mon job est fait. Aujourd'hui, à l'image de Muriel, voilà, quand j'entends qu'elle dit elle fonctionne comme ci, elle fonctionne comme ça c'est elle. Et d'autres, mais pas tous. Patrick, tu parles d'école là. Est-ce que selon toi, selon vous, est-ce que le diplôme est un gage de réussite et de valorisation? Le diplôme. Alors, je voulais laisser Muriel répondre, mais si elle répond, ça trop facile pour moi de réfléchir. répondre derrière. Diviser dans le ciel, c'est Non, j'ai déjà ma réponse. Un diplôme. Le jeune qui obtient son diplôme, oui, il est valorisé. Et son travail est valorisé. Maintenant, est-ce que c'est un gage de réussite? Ça, c'est un point de vue personnel et chaque personne peut avoir un regard différent sur ça. Parce que pour pouvoir dire qu'un diplôme est un gage de réussite, il faudrait déjà pouvoir définir la réussite. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi la réussite? Tu vois, tu me la poses et je vais te répondre. Il a mal écouillé. Oui, il me raconte, il a posé ma question. Et là, je partage avec toi mon point de vue. Réussir, c'est pouvoir être épanoui dans sa vie. Ce n'est ni ton poids financier, ni ta notoriété, mais ton épanouissement personnel. Si tu es épanoui en étant à Zouk TV, papa géniteur, c'est une réussite. C'est une réussite. La réussite n'a pas de nombre. Petite, moyenne, grande, ça reste de la réussite parce que tu t'y sens bien. Donc c'est un effet, plus qu'un résultat. C'est exactement. Parce que la réussite n'est pas le point culminant. Quand tu réussis, tu es épanoui. Et c'est ça, le sésame, de mon point de vue personnel. Quand on a réussi, on est pleinement épanoui, on est content, on est bien dans sa tête, bien dans son corps, et forcément, il y a plus de facilité à redistribuer cela. Et c'est pour cela que tous les hommes ou les femmes qui réussissent pleinement dans leur vie, dans leur carrière, un jour ou l'autre, ils deviennent philanthropiques. Un jour ou l'autre, ils font des actions bénévoles parce qu'ils ont atteint le sommet de la pyramide de Maslow et là, ils sont dans la phase de transmission. Épanouissement personnel. Maintenant, tu peux l'être à ton niveau, Muriel peut l'être, je peux l'être, nous pouvons l'être et d'autres peuvent l'être à condition d'être épanoui. Maintenant, tu peux réussir et vouloir continuer d'avancer. Ça, c'est encore autre chose. Réussir. Ouais. J'ai bien aimé ce que j'entends. Non, mais j'ai bien aimé son propos, mais c'est exactement ça. Dans la doxa, dans l'opinion commune, réussir, ce que nous montre la société, c'est avoir un travail, avoir un mari ou une femme, être en couple, avoir, je dis tout le temps, 2 enfants et demi, parce que c'est, voilà, un garçon, une fille, peut-être un 3e, la maison, la voiture, généralement le pick-up ou le SUV, en tout cas chez nous. Bon, ça peut être la piscine, voilà, la villa, ça peut être un symbole de réussite. Et puis vue sur la mer aussi. Voilà, vue sur la mer, voilà, tout ça dedans. Sauf que, bon, c'est ce que nous montre la société. Bon, c'est le côté un petit peu matérialiste. Si on a, tant mieux. Mais la réussite, pour moi, comme disait Patrick, c'est vraiment individuel. Parce que je prends mon exemple. J'ai toujours eu peur d'échouer. En fait, dès petite. Et quand tu parlais des jeunes qui étaient stressés parce que ci, parce que ça, à mon époque, la situation sociale n'était pas la même, mais elle était déjà un peu problématique. On parlait de chômage, enfin bon, voilà. Je me disais, mon Dieu, j'espère que j'aurai un travail, j'espère que je ne serai pas au chômage. Voilà, c'était ma peur. Et j'avais peur d'échouer déjà à l'école, j'avais peur d'avoir de mauvaises notes. Et ça m'a inspiré mon sujet de mémoire. Quand j'ai réussi mon concours, c'est le droit à l'erreur. Parce que j'étais tellement stressée de faire des erreurs que voilà, ça me motivait parce que bon, je suis une bosseuse. Mais en même temps,
je sais que les erreurs ont contribué aussi à ma réussite. Par exemple, mes échecs au concours. Voilà, quand j'ai passé le concours et que je n'ai pas réussi tout de suite, je me suis dit, oh mon Dieu. Voilà, tout de suite, voilà, je suis bête ou, enfin, voilà, je me disais que non, je n'étais pas capable de réussir. Et je dis à mes élèves que grâce à mes échecs, le fait que je n'ai pas réussi tout de suite le concours, que j'ai été assistante d'éducation, que j'ai connu une période de chômage, et je le dis parce que pour leur dire que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le parcours est important. Le parcours est important et que justement ça m'a servi à ce que je suis aujourd'hui, à être justement dans la bienveillance. Tu voulais m'interrompre, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça, oui, j'ai vu. Je fais ce que je veux. Excuse-moi, Olivier. Non, parce que il a répondu à la question de Patrick sur la réussite, mais ma question à moi, là, oui, pour le concernant diplôme, le diplôme, est-ce que c'est un gage de réussite et de valorisation? Mais pas du tout, puisque alors de valorisation, oui, mais par contre, on connaît beaucoup de Bac+5 au chômage, hein, donc, mais en même temps, s'ils sont au chômage et qu'ils, je sais pas, qu'ils rebondissent et qu'ils sont épanouis dans autre chose, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le diplôme, c'est un outil, voilà, je connais quelques personnes sans le bac. Voilà, puis le fameux bac, le sésame, mais que j'ai trouvé particulièrement intelligentes et qui ont réussi dans la vie, qui se sont valorisés eux-mêmes. Pour moi, bon, je vais dire ça. Oui, il faut avoir son bac, oui, donc voilà, il faut passer des examens. Je vais pas dire le contraire, mais il ne faut pas penser que parce qu'on échoue au bac, que la vie est finie. Il faut arrêter avec ça. Je vais rebondir sur rapidement sur un mot et limite. Papa Bagénité est sûrement l'occasion de le redire à nouveau. J'ai envie, et limite je regarde le peuple quand je le dis, j'ai vraiment envie que nous puissions arrêter de dire que nous avons échoué. Tu as subi une défaite, tu as raté ton concours. Si tu avais échoué, tu ne l'aurais pas repassé. Donc à partir du moment où tu le repasses, c'est une défaite. On t'a mis un chaos technique, un chaos physique, peu importe. Mais à partir du moment où on se relève, on est dans la réussite. Et c'est pour cela que le mot échec est un mot qui fait très très mal. Ouais, exactement. Très très mal. Tu dis à un enfant qu'il a échoué, son monde s'est écroulé. Alors qu'il peut recommencer. Donc j'ai vraiment envie de dire que j'invite le peuple martiniquais à bannir de son vocabulaire le mot échec. Même si la littérature, la philosophie ont souvent dit oui, on apprend de ses échecs. Faux, on apprend de ses défaites. Car on mesure la réussite au nombre de fois qu'on s'est relevé. Tombé, relevé. Tu voulais rajouter quelque chose, Olivier? Il y a une petite punchline qui m'a traversé l'esprit, excusez-moi. Non, j'avais lu dans un livre, mais je l'ai traduit en créole et je disais, ok, connaître échec là, joie ou décider à abandonner. C'est ça. Et je transmets ça à mes cousins, j'essaie de faire rentrer ça en fait pour leur faire comprendre, parce que même moi, du haut de mes 41 ans, je réussis pas tout ce que je fais. Exactement. Moi, toujours aigri parce que j'ai pas réussi, j'ai pas atteint mon objectif, etc. Mais effectivement, Big Up à Naoui qui me disait, mais frère, t'abandonnes jamais. T'abandonnes jamais. Elle m'a posé une question cruciale la semaine dernière. Elle m'a dit, mais selon toi, qu'est-ce qui a pu déclencher le fait de ne jamais abandonner? Qu'est-ce qui te donne l'envie de ne jamais abandonner? Effectivement, ça m'a longtemps fait réfléchir. Je vais revenir un peu sur l'esclavage, rapidement. Effectivement, moi, j'estime que les leçons que j'ai tirées de cette étape, de cette période, pardon, bon, j'y étais pas, mais comme on parlait, on a des stigmates, c'est que des gens sont allés jusqu'à mourir pour que moi, je vive mieux qu'eux et plus longtemps. Et ça, je peux pas faire abstraction de ça, en fait. Je peux pas faire abstraction de ça. Donc, quand je tombe, ok, je vais râler 2-3 jours, et puis après, rebelote. Comme je dis, j'ai pas l'abandon dans l'ADN, en fait. J'estime qu'on n'a pas ça. On n'a pas réellement ça dans l'ADN. C'est quelque chose qu'on intègre à nous. C'est quelque chose qu'on insère dans nos vies, mais en fait, on n'a aucune obligation d'insérer ça dans nos vies. Complètement. Et effectivement, les gens font pas la différence entre défaite et échec. Oui. Et même échec, hein. Échouer, ok, t'as raté quelque chose. Ok, boum. Maintenant, tu fais quoi?
Est-ce que tu restes là ou tu as la possibilité? En général, la société te permet de souvent recommencer. Chaque jour, comment on dit? À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Tu peux recommencer. Demain, tu es au cabat. Tout le temps, tu es au cabat tout vivant. Ou debout. Ou debout. Chaque matin, on va lever. Bon, ok. Mais dans les consciences collectives, on recommence. Le mot échec est trop puissant. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas gérer l'échec. Donc c'est pour cela que je préfère limite le bannir. Voilà, c'est comme il y a des mots comme ça. C'est un processus. C'est exactement. S'enlever des mots clés. Exactement. Maintenant, quand on te pose la question, comment ça se fait que tu n'abandonnes pas? Ben oui, il y a cet ADN qui te parle, qui crie même, lève-toi et marche. Mais il y a aussi le fait que finalement, tu te valorises, tu travailles ta propre estime. Parce que si on a une bonne estime de soi, on est bienveillant avec soi, on est patient avec soi, et limite, on est compatissant avec soi. Ok Patrick, ça n'a pas fonctionné, on recommence. C'est pas grave. Ouais, regarde ce que tu as fait de bien, et puis améliore ce qui ne va pas. Eh bien, tu te rends compte que finalement, tu peux à chaque fois te relever. Parce que oui, pour moi, l'échec est un mot qui a été créé par l'humain, par l'homme, mais tu échoues le jour où tu ne te lèves pas. À travers tes mots, j'entends aussi la déconstruction de certains mots, parce qu'il faut déconstruire certains mots pour pouvoir se reconstruire également en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que peuple. Parce que, comme on disait, quand on parle, tu viens de parler d'échecs, voilà, il y a des choses qui sont redondantes et qui nous empêchent d'évoluer. Jonas, c'est comme, je reprends votre exemple de la réussite. On nous montre souvent, on en discute souvent, on nous montre souvent des gens à travers nos réseaux, etc., des gens qui dégagent une réussite. On ne sait pas s'ils ont vraiment réussi. Ok, ils sont devenus coachs, enfin ils ont créé leur page Insta, etc. Ils coachent sur d'autres personnes, mais on ne connaît pas réellement leur parcours. Quand tu regardes, tu vois quelqu'un qui t'envoie des messages. Il y a aussi un monde mais on ne connaît pas aussi. du tout leur parcours. Quand on prend nos repères, excuse-moi, des exemples, Beyoncé, etc., on les a toujours vus réussir en fait. On n'a rien vu à quel moment ils ont trébuché. Si tu ne cherches pas, tu ne vois pas de parcours. Et je pense que ça, c'est un problème en fait. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile de montrer des gens qui ont, entre guillemets, réussi et qui pensent que juste en me disant, comme on disait pour le message, en me disant fais ci comme ça, que c'est bon. C'est bon, c'est comme ça que tu vas réussir. C'est faux. Moi, j'ai déjà vu un coach qui disait à une caissière, si tu veux quitter ton métier, tu n'es pas né tu n'es pas faite pour être caissière. Mais il a dit ça avec du dédain, tu vois, qui te dit que la personne n'aime pas son métier. Comment tu te permets de te dire coach de réussite et que tu dévalorises une personne sous prétexte que toi, tu dévalorises son métier? Tu comprends ce que je veux te dire? Donc là, il faut rester en alerte. En tout cas, il est vrai que si un coach a parlé de la sorte, voilà, il y a peut-être que le bout du message que tu as pris n'est pas tout ce qu'il a veut dire. Aussi. Parce qu'en général, ce n'est pas le langage que tient un coach. Voilà. D'accord. En tout cas, un coach professionnel, ce n'est pas son langage. Voilà. Maintenant, tu as entièrement raison quand tu dis que c'est trop facile, on nous montre la personne, hop, elle a réussi, paillette. Et je pense que c'est là aussi une erreur. Ce qui est inspirant et motivant, c'est exactement ça, c'est le parcours. C'est là où tu es tombé, comment tu as fait pour te relever, et puis tu es retombé, et comment tu as fait pour te relever, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en général, les gens qui réussissent et qui sont réellement épanouis, quand ils sont au sommet de leur montagne, ils ne regardent pas le sommet ou là où le pied se situe, ils regardent le chemin parcouru. Voilà. Il y a de la fierté derrière ça aussi. Et dire, voilà, eh ben, si je l'ai fait, eh ben, toi aussi tu peux le faire. Voilà. Mais la notion de dédain n'est pas en tous les cas bienveillant. C'est pas bienveillant. Voilà. En tout cas, pas en conscience. Exact. Mais justement, on parlait, en parlant d'exemples, de repères, la question tout à l'heure, c'était est-ce qu'on estime qu'en Martinique, il y a beaucoup de valorisation? Je disais que pas assez. Même nos exemples. Je prends un exemple qui va peut-être froisser les gens, mais on aime bien placer Césaire partout. Césaire. Et on dirait qu'après Césaire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Je trouve que ça, c'est une erreur chez nous. Il y a plein de personnes qui ont fait, qui font, et qui sont des exemples de réussite, qui sont des exemples de réussite en fait. Bien sûr. Et je prends l'exemple un peu de l'aéroport de la Guadeloupe avec l'aéroport de la Martinique.
Tu arrives dans l'aéroport, tu vois des sportifs guadeloupéens qui ont réussi, médaille d'or, etc. Ils sont valorisés. Bon, moi, quand tu arrives dans l'aéroport, tu sais chez qui tu es arrivé. Quand on arrive en Martinique, malheureusement, je vois des porte-à-bourgs de tel organisme. Je vois que ça. Je dis, mais attendez, ça aussi, ça doit jouer. Et c'est pour ça que je parlais de réflexe. Même dans les avions, normalement, pour moi, quand tu vas dans un pays, quelle que soit la destination, il y a forcément une option qui me dit, là, tu arrives chez un tel. Là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Écrivain, sportif, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est important. Ce sont des réflexes, des attitudes qu'on devrait avoir quotidiennement, de l'oxygène. Et en fait, jusqu'à maintenant, 2022, je suis désolé, j'arrive à l'aéroport et c'est historique. Mais explique-moi. Ça, c'est historique. Là, c'est historique entre le portable et le sportif. Non, ce qui est historique, c'est le fonctionnement de la Guadeloupe vis-à-vis du fonctionnement de la Martinique. Le peuple martiniquais est un peuple fier, est un peuple fort et puissant. Est-ce que ça passe pas par un manque d'identité aussi? Attends, pas poser des questions tout de suite. Mais le peuple de la Guadeloupe possède aussi ces mêmes capacités et ces mêmes compétences. Simplement que le peuple de la Guadeloupe, à ce jour, l'affirme plus. Le Guadeloupéen, dans son fonctionnement, est plus affirmé. Tandis que nous, pour des raisons historiques, nous sommes très peu décisionnaires finalement. Ou si une communauté te dit c'est ça que je veux qu'il soit là, peut-être que tu mettras ça. Ou en tous les cas, tu n'as pas le réflexe de mettre en avant les athlètes, les scientifiques martiniquais et autres qui ont pu réussir. C'est vrai, on parle souvent de Césaire. Pour moi, Césaire reste néanmoins un homme important parce que c'est lui qui m'a fait rentrer en Martinique. Okay? Mais quand on prend Fanon, dans ses écrits depuis très longtemps, explique à quel point le peuple antillo-guyanais ou le peuple caraïbéen est un malade qui s'ignore. Eh bien, personne n'ose prendre Fanon. En tout cas, le peuple ne prend pas Fanon au sérieux parce que le malade ne sait pas qu'il est malade. Et on peut en prendre plein d'autres comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, je suis d'accord, nous devrions garder les socles, c'est-à-dire que ce soit au travers des hommes noirs, femmes, antillo-guyanais qui ont contribué à l'émancipation de l'homme noir ou de la négritude, comme dit Césaire. Voilà. Mais nous devons aussi rentrer dans cette modernité et mettre en avant des hommes et des femmes qui eux aussi réussissent et de pouvoir les montrer. Une fresque, c'est bien, mais on peut mieux faire. Voilà. Parce que nos jeunes, nos enfants ont besoin de repères. Et d'exemples. Oui. Si le jeune a un repère, le jeune dira « Ah oui, moi je veux être comme Muriel, je veux être professeur demain. » Parce que Muriel, dans son fonctionnement, elle inspire beaucoup d'enfants. Et demain, il y aura peut-être des petites filles qui voudront être profs de géographie ou profs de français. Demain, il y a des jeunes qui voudront être animateurs télé, animateurs radio, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est grâce à lui, quand même. Oui, bien sûr. Voilà. C'était compris. Donc, mais un travail à continuer, mais un travail de fond. Comme on disait, on est un jeune peuple, hein. Donc on est un jeune peuple, donc on a un travail à faire, une continuité. C'est un peuple qui demande qu'à grandir, en fait. C'est ça, hein. C'est dans la continuité. Ouais, comme tu dis, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'était pour appuyer. Muriel, par rapport à... Je sais pas, on t'a pas invité pour parler de l'école, hein, t'inquiète pas. Mais si je te demande de nous parler un peu des jeunes filles, est-ce que tu estimes qu'en Martinique, justement, est-ce qu'elles sont beaucoup valorisées? Ou du moins, est-ce qu'on les aide à se valoriser? Les jeunes filles plus que les garçons. Là, je cible les jeunes filles. Et tu cibles les jeunes filles par rapport à quoi? Alors, c'est bien, je vais répondre après que tu réponds. Non, parce que si tu cibles les jeunes filles, c'est parce qu'il y a une raison. D'accord, je donne la raison. Voilà. Moi, j'ai toujours estimé qu'on ne les valorise jamais, on les aide pas à se valoriser. Sur mon territoire, je trouve que c'est toujours trop léger. C'est toujours trop léger. On met beaucoup d'hommes en avant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qu'on met en avant, mais c'est trop léger.
Ça veut dire que si aujourd'hui j'interroge par exemple mes petites cousines, etc., je vais leur demander un exemple, ce sera toujours un exemple de l'extérieur. Toujours. Et ce sera souvent les États-Unis. Souvent. Peut-être la Jamaïque par rapport aux influences musicales, etc., qu'on fait entrer chez nous. Mais tu sens que sur le territoire, ben, il y a encore... Là, tu parles je ne sais pas si c'est un laxisme, tu mais... parles d'influence, essentiellement. Oui, mais même des exemples. Oui, influence, c'est un exemple. T'influes. C'est ça? T'influences? Et un professeur va te répondre. Ah, il Ben, influence. ça- Oui, c'est bien ça. Ben, alors, elles ne sont pas assez valorisées, mais le problème est que tu l'évoquais, c'est qu'il y a aussi un manque de connaissance des modèles. C'est-à-dire, il y a des modèles féminins, martiniquais, antillais qui existent, mais elles ne les connaissent pas. Et je parle aussi de personnalités martiniquaises modernes, actuelles, contemporaines. Et c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir aussi un travail fait auprès des jeunes filles sur la connaissance de soi. D'abord, parce qu'avant l'estime de soi, on n'en a pas parlé, mais il y a la connaissance de soi. Se connaître ses capacités, ses compétences, et après, l'estime de soi vient après. Mais je rebondis en disant que j'ai remarqué parmi les jeunes filles qu'il y avait peu de jeunes filles qui avaient des idées d'entrepreneuriat, par exemple. Un petit exemple. Quand tu vas interroger les garçons, tu vas plus avoir le garçon qui dit « Ah oui, je vais monter ma boîte, je vais créer mon entreprise, je vais être patron. » Et la jeune fille n'aura pas c'est moins fréquent, quoi. C'est moins fréquent. Ça ne veut pas dire, je tiens à le signaler, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça va rester dans la règle de 3, comme on disait tout à l'heure là. Peut-être une grande majorité, comme je disais, sur les 70%, peut-être 30% de femmes seront dans ce réflexe-là. Ouais. Peut-être par le passé, c'était 10% et ça continue à s'accroître. Non, mais ça s'améliore. Et puis, moi, je suis contente quand même de voir que ce soit en politique ou à la tête d'entreprise, je suis contente de voir de jeunes femmes martiniquaises qui sont au combat. Et oui, je suis d'accord, il n'y a pas assez de valorisation, mais bon, on va dire que il n'y a plus qu'à. Nous là pour ça. Voilà, Ça on est là pour ça, leur montrer qu'il y a des femmes qui réussissent, qui sont là en Martinique et qu'il n'y a pas, voilà, bon, voilà, il y a des hommes, on les connaît, on les valorise et qu'il y a, voilà, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais non, mais il faut simplement leur donner aussi des modèles. Ok. Est-ce que se valoriser pour vous, est-ce que c'est différent? Alors oui, il y a des hommes qui lors de débats, me exprimaient leur ressenti et disaient que par exemple, on n'éduque pas une fille comme un garçon, par exemple. C'est vrai. Alors, est-ce que quand tu dis c'est vrai, tu parles de ton expérience ou tu estimes que c'est pas possible d'éduquer un garçon comme une fille? Non, c'est pas possible. Alors moi, j'ai un gros doute. Alors moi, perso, j'ai un gros doute avec ça. Un cerveau reste un cerveau. Oui, mais il y a... Pourquoi ce serait différent? Non, mais mis à part le genre, il y a une question de personnalité. Pour moi, on donne les bases. On donne les bases de l'éducation en tant que parent. Mais pour moi, chaque individu est différent. Donc, mis à part le genre, je ne me vois pas faire peut-être de la même façon. Il y a des enfants qui ont une sensibilité plus accrue. Voilà. Il y en a d'autres. Pour moi, ce n'est pas une question de genre. Par contre, je te rejoins en disant que effectivement, je parle de mon expérience. J'ai un grand frère et je sais que ma mère agissait de façon différente avec mon frère par rapport à nous. Et généralement, dans les familles, et ça perdure jusqu'à présent, les garçons vont sortir plus tôt. Les filles ne vont soit pas sortir ou alors il faut qu'elles soient... Oui, mais est-ce que la valorisation, est-ce que valoriser un enfant, comme on a dit ça, alors de ce que j'ai compris, ça ne dépend pas du genre. Moi, j'ai dit un cerveau reste un cerveau. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un est capable de me dire sur le plateau si effectivement valoriser un garçon, une fille, c'est différent? Moi, je ne crois pas. Pour moi, c'est pas différent. Non, tu as parlé de différence tout à l'heure là. Oui, j'ai demandé si il y a est-ce que ça doit être différent? Est-ce que les méthodes doivent être différentes obligatoirement entre un garçon et une fille? Pour moi, non.
les mots-clés, les attitudes. Ah, sur la valorisation. C'est vrai que j'ai dit qu'un cerveau reste un cerveau. C'est pas... Oui, en tout cas, de mon point de vue, on pourrait partir du principe qu'il n'y a pas de différence. Néanmoins, une différence va émerger. Pourquoi? Parce que le parent qui accompagne ses enfants dans de la valorisation va développer en chaque enfant une bonne estime. L'enfant qui va développer une bonne estime va s'affirmer. En s'affirmant, chaque enfant aura des besoins différents. Et par rapport aux besoins différents, le parent devra s'adapter à l'enfant. Par exemple, moi, j'ai 2 princesses. Il y en a une très légumes, l'autre très fruits. Donc ça veut dire que quand je me fais un smoothie fruits, forcément, je sais qu'elle ne sera pas très loin. J'échange avec elle autour du fruit, du légume, principalement du fruit, et l'autre dans les légumes. Ça veut dire, ce que je vais expliquer par là, ça veut dire que il y a un tronc commun, et plus l'enfant va s'émanciper, plus le parent va devoir s'adapter à la personnalité de son enfant et aux besoins de l'enfant. Et c'est là que je pense qu'en matière d'éducation, il peut y avoir une différence, mais je rejoins Muriel et ce que tu as pu dire, le socle est la base et le socle est commun. Il y a 2 choses que tout être vivant a besoin. C'est une bonne estime de soi et une confiance en soi. Tout être vivant qui possède ça peut progressivement, s'il n'y a pas d'embûche qui casse la dynamique, rentrer dans l'épanouissement à un moment donné. J'avais pris quelques notes, par exemple, par rapport à comment valoriser les enfants. Et ça revient souvent, par exemple, valoriser les actions. On peut valoriser, comme tu parlais de garçon ou de fille, c'est clair qu'on va valoriser que ce soit garçon ou fille. Renforcer les comportements positifs, ne pas céder à la tentation de faire à sa place, éviter qu'il apparaisse comme inférieur dans ses réalisations, et avec encore donner des responsabilités au jour le jour. Ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Mais je dirais en tous les cas, une chose que nous, parfois que les parents antillais font et qu'il faut éviter de faire, c'est de comparer ses enfants. Ah, je le dis tout le temps. Voilà. Ça, ok, il y a ce qu'il faut faire, tant mieux. Mais surtout, nous, chez nous, on pratique souvent ça. Ouais, ton frère a fait, t'as pas fait. Ah ouais, ta soeur a fait, t'as pas fait. Il faut vraiment casser cette dynamique parce que inconsciemment, le parent va créer une rivalité entre ses enfants et les enfants vont toujours vouloir être à l'opposé l'un de l'autre ou l'une de l'autre. C'est pourquoi je dis souvent qu'on a les outils à l'heure actuelle, parce que nos parents n'avaient pas forcément cette connaissance-là. Ils avaient une connaissance, puisqu'on en a déjà parlé à travers les émissions, à savoir que les grands-parents, d'abord, pour les grands-parents, pour leurs enfants, c'était d'abord qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent nourrir leur famille. Donc l'éducation, c'était d'abord soit bien élevé, fait le nécessaire à l'école, mais il n'y avait pas la psychologie, à savoir la comparaison, comme tu disais, par rapport à tel et tel enfant, par rapport au petit frère, par rapport à la petite sœur. C'était plus de pouvoir faire le nécessaire au quotidien. Et la partie psychologique ne rentrait pas. Oui, ils ont fait comme ils ont pu. Pas oublier, enfin. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a eu des... il y a eu des points négatifs, on va dire, qui ont créé parfois des traumas, mais bon, on s'en est relevé, donc voilà. Ça relève pas forcément, attention. Oui, mais il y a des outils quand même. Il y a des outils qui permettent quand même de pouvoir. Je suis d'accord, mais passer outre. L'outil, il faut l'amener à la personne qui a ce trauma. Si tu ne lui emmènes pas, elle grandit comme ça. Tu sais, il y a des choses. Le malade ignore qu'il est malade. Voilà. Tu sais, par le passé, il y avait, quand on voit un enfant fatigué qui était au fond de la classe, il dormait ou bien il ne voyait pas certaines choses. Là, maintenant, on va savoir qu'il est dyslexique. Par le passé, il était fainéant. Donc, il y a des nouveaux outils aussi qui permettent... Ou de nouveaux termes. De nouveaux termes aussi, mais de mieux repérer, comme tu disais aussi, les traumas. Et puis, savoir... trouver la direction pour savoir où travailler pour pouvoir faire les choses aussi. Est-ce que, selon vous, on peut dire que valoriser peut poser problème? Valoriser, poser Oui, est-ce que
en voulant trop valoriser nos enfants. Ah non, excusez-moi. Non. Excusez-moi, je vais revenir dessus, mais j'ai oublié. Je voulais dire quelque chose par rapport à la comparaison. Je ne vais pas oublier ça. On a dit qu'il faut éviter de comparer nos enfants. Je pense qu'il faut aussi éviter de les comparer à d'autres enfants. Parce que, j'ai un peu ce vécu-là. J'avais un très bon ami qui était un télo. D'accord? Et donc, on aimait le fait qu'il soit un télo et on me comparait à lui et moi, j'essayais. Donc, ça a créé un peu des termes maladroits. Non, il est au présent. Ouais. Voilà. C'est une faute. J'étais actif. Et ça peut créer des dysfonctionnements parce qu'on a l'impression, quand on est comparé, on a l'impression qu'on n'est jamais assez bien pour la personne qu'on aime le plus, en fait. Et ça pose des problèmes au fil des années. Et bien sûr. Et si on ne travaille pas, donc avec les outils, comme tu disais, ou même si les parents n'ont pas conscience de leur attitude par rapport à cette comparaison, ben ça crée des problèmes plus tard. Oui, c'est pour ça qu'il faut, il faut accompagner un maximum de parents sur cet aspect langagier, finalement, pour permettre aux parents d'arrêter de déconstruire l'estime de l'enfant. Aujourd'hui, une fois de plus, mais elle est là, donc c'est elle qui est valorisée. Mais Muriel fait un travail avec l'enfant. Elle fait un travail avec ton enfant. Mais si le travail qu'elle fait, toi, tu le défais à la maison, ça pose un souci. Alors que si Muriel fait sa part, le parent fait sa part, eh ben, il y a de grandes chances que l'enfant puisse rentrer pleinement dans une réussite, parce que, une fois de plus, les choses sont simples. Si j'ai une bonne estime de moi, je vais oser dire ce que je souhaite ou dire ce que je ne souhaite pas. Mais si je dis ce que j'aime, voilà, j'aime ça. Si j'aime, ben je serai sûrement motivé à le faire. Si je suis motivé, une fois de plus, je suis prêt à accepter les obstacles, ainsi de suite, et rentrer dans la réussite. Vous voyez? Donc, le travail du socle, c'est reconstruire l'estime de soi des parents afin que les parents puissent accompagner leurs enfants dans une bonne estime d'eux-mêmes. Si on arrive à faire ça, en tout cas, je sais que nous sommes nombreux à le faire. Moi, je m'y attelle tout le temps. Aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, j'ai une dame, elle a 72 ans. Elle est venue à moi pour pouvoir régler les conflits qu'il y a entre elle et ses enfants, qui sont des enfants de 41 ans, 52 ans. Mais ça la pèse finalement de voir qu'il n'y a pas de communication, parce que tout ça, un jour, un enfant a été blessé et a tourné le dos. Eh oui, à cet âge, elle a besoin de sérénité, pas encore pour apaiser un lait encore, c'est donc, clair. On voit bien qu'il n'y a pas d'âge pour le travailler et il n'est jamais trop tard forcément pour faire du bien. Ma deuxième question, c'était est-ce que, à vouloir trop valoriser, est-ce qu'on peut faire une personne tomber dans l'excès? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui veulent la réussite selon eux et qui privent l'enfant de son enfance parce qu'ils sont tellement omnibulés par la réussite qu'ils veulent à tout prix que l'enfant ne soit perturbé par aucun événement extérieur en fait. Mais ils empêchent l'enfant d'être lui-même. Ce qui veut dire qu'il ne se forge pas un caractère, il vit à travers les envies de ses parents. Moi, c'est ce que j'appelle à trop vouloir valoriser. Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas... valorisation, ça. D'accord. Mais je comprends. Voilà, c'est ça. Ok, parce que je cherchais le lien. Mais oui, je cherchais le lien. Je dis, mais c'est pas de la valorisation. C'est-à-dire essayer de reproduire, ou bien même de se reproduire à travers son enfant, ou d'essayer de dire, oui, il faut que mon enfant soit comme ci, comme ça. Pour moi, c'est pas de la valorisation. Par exemple, moi, en tant que maman, alors, en tant que fille, en tant qu'élève, j'étais studieuse, j'aimais l'école, je n'ai pas de soucis à l'école sauf en maths jusqu'à présent. Mais voilà, alors, j'ai été traumatisée par un prof de maths en plus, spécial dédicace, je ne sais pas si nous écoute. Mais moi, en tant que mère, je ne reproduis pas ce schéma. C'est-à-dire que moi, je sais que ma fille n'est pas comme moi, elle n'est pas scolaire, elle n'aime pas l'école, elle travaille, mais bon, je ne vais pas dire oui, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, il faut que non.
fais de ton mieux. Voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit épanouie à l'école, qu'elle ait envie d'y aller. Je ne cherche pas à reproduire de schéma et ce que je souhaite, je ne veux pas forcément qu'elle fasse des études littéraires, qu'elle devienne prof, non. Voilà, c'est fait selon tes désirs, selon tes compétences. Voilà, je ne veux pas reproduire de schéma et je pense que ça, c'est important parce que c'est aussi une pression sur les enfants. Oui, je fais ça pour faire plaisir à ma maman, à mon papa, mais non, il faut vraiment faire en fonction de l'enfant. Donc pour moi, se reproduire, entre guillemets, faire un mini-moi à travers son enfant, non, pour moi, ce n'est pas de la valorisation. Au contraire, ça peut causer beaucoup de dégâts. Depuis le début de l'émission, il y a un terme qui revient, épanouissement personnel. Mon expérience, mon vécu du moins... alliant mon épanouissement personnel... Enfin non, je m'exprime mal. Est-ce que selon vous, il est plus important d'être épanoui professionnellement que personnellement? Moi, j'explique à tout le monde que c'est l'épanouissement personnel qui vient avant le professionnel. Mais bien sûr. Malheureusement, depuis des années, on a beaucoup de parents, par rapport à l'ambiance des époques, qui ont fait l'inverse. Qu'il fallait avoir un salaire et c'est le salaire qui va créer l'épanouissement personnel. Et je trouve que ça a pollué nos populations au fil des années. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. Si tu n'es pas épanoui personnellement, eh bien, tu fais un peu tout et n'importe quoi, mais tu ne te retrouves jamais à ta place. Mais Olivier, ça passe aussi par rapport à, comme tu dis, tu parles d'une certaine époque, par rapport à une certaine époque. Avant, c'était quand il y avait les conseillers d'orientation, tout ça. Le but aussi, c'était répondre à une offre économique. Donc, c'était aussi par rapport au marché du travail, tout ça, il fallait qu'il y ait telle et telle personne qui travaille. Donc, ça passait pas par l'estime de soi, par, comme tu disais, ce que tu venais de dire à l'instant. L'épanouissement personnel. Ça passait pas par l'épanouissement personnel, ça passait davantage par la quête professionnelle. Il fallait reconstruire. Mais moi, je pense que c'est un problème dans notre société. C'est un gros problème. Si tu es d'accord, je vais apporter des précisions. Nous t'écoutons. Parole à nos amis. Un point de vue. Les deux sont enchevêtrés. Celui qui réussit professionnellement va travailler principalement, va développer une confiance en soi. Parce que la confiance est liée à la compétence. Comme j'ai confiance en moi, ça peut venir renforcer mon estime de moi, donc mon épanouissement personnel. Maintenant, celui qui développe un épanouissement personnel, qui a une bonne estime de lui-même, peut, avec diplôme ou sans diplôme, réussir son épanouissement professionnel. C'est comme je disais, les deux piliers de la réussite, estime de soi, confiance en soi. Si je te coupe une jambe, tu vas sauter sur une. Mais si tu as les deux, tu vas marcher d'un bon pas. Donc ça veut dire que si on a épanouissement personnel et épanouissement professionnel, on marche droit. Maintenant, l'un peut servir l'autre. Là où ça devient dangereux, c'est si l'épanouissement personnel ne se manifeste pas. Donc, si l'individu a une très basse estime d'elle-même, elle aura du mal à s'affirmer dans son épanouissement professionnel. Et c'est souvent ça. Parfois, il y a des gens qui sont très compétents, mais qui ne vont jamais oser. Pourtant, la personne est compétente. C'est parce que l'estime de soi est tellement basse qu'elle n'ose pas. Ça va rentrer dans le côté introverti ou bien extraverti. Ça, c'est l'excuse qu'on se donne. Même s'il y a des traits de personnalité d'être intro ou intra. Mais quand tu es compétent, tu es compétent. Tu sais conduire ton véhicule. Tu as ton permis. Non, je rigole. En tout cas, si tu ne l'as pas, continue, tu vas finir par l'avoir. Tout à fait. Mais, en tous les cas, une chose est certaine, celui qui a la compétence de la conduite, qu'il soit introverti ou extraverti, il va conduire son véhicule. Donc, on voit bien que, pour moi, il n'y a pas premier ou deuxième, mais il y a une volonté de faire grandir les deux en même temps, même si il peut avoir un léger décalage. Mais l'un peut servir l'autre. Et ça, c'est de mon point de vue. Et de l'autre côté, par rapport aux parents, oui, Emmanuel a entièrement raison. Au lieu de valoriser, ça va plutôt
créer une érosion dans l'estime de soi de l'enfant ou dans la confiance en soi de l'enfant. Et là, le parent, inconsciemment, est dans l'ego. C'est l'ego du parent que le parent cherche à nourrir. Mon enfant ceci, mon enfant cela. Ouais, il a fait. Vous vous rappelez à l'époque, il a fait un bac S. Et ça stressait les autres enfants. Si tu n'étais pas un S, tu disais non, mais j'ai une anecdote par rapport à ça. C'était la voie royale. Ah oui. Non, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je me rappelle, il y avait un parent qui était venu avec sa fille pour l'inscription à l'école. Il passait devant un conseiller. Et le professeur et le conseiller lui disaient, ouais, votre fille, elle est forte en littéraire. Je regardais ses notes. Il a dit, comment ça, ma fille en littéraire? Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est bac S, je veux qu'elle aille. Donc, c'était le côté, je veux qu'elle aille au bac S. Ça date, ça ou... Je pense que ça existe jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça existe quand je passais mon bac. Mais moins qu'avant. Dans les années 2000. Hein. Ouais, moins qu'avant. Ouais, dans les années 2000, mais c'était ça. Hein. Il y avait certains parents qui souhaitaient Oui, tout à fait. Donc, on voit bien orienter que au le maximum, parent, orienter ses enfants. C'est de l'ego. C'est l'image que je vais renvoyer à l'extérieur et que les autres vont me renvoyer à moi. Mais souvent, l'ego est l'ennemi. Voilà. Ouais. Très intéressant, très intéressant. Mais j'espère en tout cas que vous avez pris des stylos. Hein. J'ai oublié de dire ça depuis le début. Prenez des stylos, notez tout ça, nous regardez là. Bon, il y aura dicté à la fin. Non, mais c'est super intéressant parce que je trouve que, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est ce genre d'échange qu'il faut avoir tous les jours en fait. Bien sûr. C'est vraiment qu'on s'écoute, qu'on se comprenne et qu'on transmette. Malheureusement, l'ego est un facteur très important dans notre société, peut-être trop important dans notre société. Néfaste. Très ouais, néfaste. c'est beau, on est souvent dans des clashs. Non, je ne veux pas dire néfaste. J'ai dit néfaste, mais c'est comme tu dis important. C'est important. Il faut quand même avoir de l'ego. Très bonne question. Il faut quand même avoir de l'ego. Un minimum quand même. Un minimum, oui, il en faut quand même. J'ai vu Patrick vaciller. Non, d'autres compétitions. D'accord, tu es d'accord pour l'ego alors? Ce qu'il faut comprendre dans l'ego, c'est à quel moment tu es, et on va parler un peu de notre histoire, à quel moment tu es maître de ton ego et à quel moment tu es esclave de ton ego. Alors, tu m'as fait de Youssoufa là. Voilà. Pour la simple bonne raison que si l'ego, c'est ce qui te permet de survivre, c'est-à-dire parce que l'ego se trouve dans l'instinctif. Si c'est ça, oui, limite, ton ego fonctionne bénéfiquement à ta personne. Mais si ton ego, c'est de dire, ah ouais, il y a trop de lumière sur elle, mon gamin t'y coche-pied, ou moi, c'est moi, je. Ben, à ce moment-là, si cet ego-là est mal placé, il est plutôt destructeur, puisqu'il vient t'enfermer dans un schéma dont tu vas tout faire pour t'en sortir et jamais pouvoir y arriver car tu ne sais pas comment y entrer. Très belle émission. Jusqu'à la fin. Hein. Quelle rentrée. Je pense que là, la Martinique, la Guadeloupe, tous les téléspectateurs sont prêts. Montserrat. Voilà, les Facebookiens, Instagram, enfin bon, tous les présents et toutes les présentes sont prêts à se valoriser. J'espère que ce soir, vous avez bien compris que avec Papa Pagénité, le travail continue toujours. En tout cas, c'était une première. Je tiens à remercier aussi l'équipe de Zouk TV. Monsieur Emmanuel Gagné, Madame Montlouis. Et l'équipe aussi. Je tiens à vous remercier aussi. Je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier tous les téléspectateurs, tous les téléspectatrices. Les gens qui abordent nous en l'arrière pour encourager nous, parce que c'est une force. Et puis également tous les gens à travers nos réseaux, votre Catapulte Papa Pagénité via YouTube et également Facebook et Instagram. Abonnez-vous en grand. Et puis, tapez de tous côtés. Tapez Papa Pagénité. En tout cas, Muriel et Patrick. Tu avais fini, excuse-moi, Jonas. Et vous, non, j'allais également les remercier, mais vas-y, je te laisse continuer. En tout cas, Patrick et Muriel, merci. Merci encore. Je pense que vous avez aidé énormément de monde ce soir. Vous m'avez aidé, je ne sais pas pour Jonathan. Non, ça va. Ouais, j'avais senti que le niveau était passé. Il y a de l'ego. En tout cas, merci beaucoup. Non, plaisir. C'est une première, mais ce n'est pas la dernière. On vous le garantit. Nous, c'était avec un grand plaisir. Bienvenue dans Papa Pagénité. C'est la rentrée, c'est reparti. Richesse PIA, c'est nous-mêmes. Et en nous-mêmes. En grand. Bonne soirée tout le monde.
Il joue à bisou en papa au top. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit du polo mon tête tout. Toujours pas repayé tout never station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.